Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisqu'il va s'agir de mon interview avec Yvan West Laurence, le cofondateur et rédacteur en chef du magazine Animeland, qui à la base était un fanzine, je tiens à le signaler. Donc c'est le départ d'une nouvelle série sur la chaîne puisque ça va être découpé en plusieurs épisodes puisque l'interview a duré quand même plus de 2 heures. Et il me semble plus judicieux de vous la présenter en plusieurs parties plutôt qu'un gros bloc de 2 heures qui risque de vous paraître un peu longué. Donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier le premier épisode de cette interview. Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie donc de Yvan West Laurence avec qui on va faire une petite interview pour vous présenter donc ses passions et ses futurs projets. Donc salut Yvan, vas-y, je te laisse te présenter donc aux gens qui nous regardent en ce moment même. Salut petit ninja et puis bonjour tout le monde. Mon nom c'est Yvan West Laurence. Je suis connu surtout dans le monde du manga et de l'animation japonaise comme étant un précurseur et un grand défenseur de ces thèmes-là depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai fondé pour ça, pour m'aider à défendre un petit peu mes passions, en 1991, un fanzine qui s'appelle Animeland, qui est devenu magazine en 1996 et qui existe toujours, qui a fêté cette année ses 22 ans. Et j'ai également participé à l'aventure Dixième Planète pendant 9 ans. Dixième Planète qui était un magazine sur les produits dérivés. Et sinon, sur différents forums, je suis connu comme étant aussi un maquettiste fou qui a plusieurs milliers de maquettes avec lui et je développe depuis des années aussi un grand nombre d'activités autour du produit dérivé, du jouet, de la maquette. Voilà, en gros. Merci. Donc justement, je voulais te demander d'où t'est venue cette passion donc du manga, des animés et qui t'a poussé à faire les projets que tu as réalisés à ce jour. Alors, c'était il y a très longtemps, au siècle dernier, et comme beaucoup de mes petits camarades de ma génération, une chose était très importante dans notre vie de jeunes gens, c'était la télévision. Là où, pour nos parents, c'était certainement la radio et les activités autour des chansons, Salut les copains, etc., ça c'était plutôt pour nos parents. Et puis pour ma génération à moi, c'était plutôt Récré à deux, c'était plutôt Croque-Vacances, des tas d'émissions et des tas de choses qui se passaient sur le petit écran, qui en plus dans les années 70 étaient passées progressivement du noir et blanc à la couleur, des évolutions que j'ai vécues et qui, pour moi, étaient une forme de progrès, qui prouve aussi que la France était quand même très très en retard sur d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis, parce que il faut le rappeler, donc début des années 70, la majorité des postes télé en France étaient noirs et blancs, ils coûtaient extrêmement cher. Et puis donc j'ai vécu cette révolution du passage à la couleur, des émissions qui se sont développées sur très peu de chaînes, puisque dans les années 70, on n'en avait que deux et demi, TF1, Antenne 2 et France 3, qui commençaient à 20 heures, qui se terminaient à 23 heures. Ça, c'est des époques qui sont aussi comment dirais-je, assez peu connus du jeune public, mais bon, qui ont contribué quand même à développer en moi un désir de découvrir des univers de fiction, et notamment de science-fiction ou même de fantastique. J'étais un grand fan de Temps X, j'étais aussi un gros cinéphile averti avec beaucoup de films qui étaient pourtant pas de mon âge, des films de John Carpenter, des films d'horreur, des films de science-fiction, que ce soit Alien, évidemment Star Wars. Ça, c'était totalement de ma génération. Mais surtout en 78 est arrivé un dessin animé qui a vraiment complètement révolutionné ma vie et qui s'appelle Goldorak. Voilà, et donc le gros robot cornu, désormais bien connu en France, qui a été un ambassadeur bien involontaire de l'animation japonaise en France, a vraiment marqué ma génération. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé de très très près déjà à ce dessin animé, ensuite à ce qu'il pouvait y avoir autour, à tous les autres dessins animés qui nous sont parvenus ensuite assez rapidement par une forme de concurrence entre les peu de chaînes qui existaient en France.
Donc il y a eu notamment la bataille des planètes sur TF1, Albator qui est arrivé un peu plus tard aussi sur Antenne 2, Capitaine Flamme encore une fois sur TF1. Enfin voilà, tout un tas de grands classiques de fin des années 70, début des années 80 qui nous sont parvenus et qui ont là aussi largement contribué à développer ma passion. Début des années 80, c'est aussi les séries animées franco-japonaises qui sont rentrées dans la légende, que ce soit Il était une fois l'espace, Mhm. Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, même l'Inspecteur Gadget, mine de rien, de 1983, est une série animée qui a été lancée par la DIC, la boîte de Jean Chalopin, mais qui a été réalisée au Japon. D'accord. Donc, toutes ces choses-là, le peu d'informations que je pouvais avoir, je les découpais dans les journaux et je m'intéressais de près à ce qu'il y avait dans les génériques. À l'époque, ils passaient encore les génériques en entier à la télévision. Vu que je n'avais pas encore de magnétoscope, j'ai développé largement comment dirais-je, une mémoire visuelle qui était bien pratique pour noter des noms, reprendre des dessins, puisque bon, ça c'est une qualité aussi que peu connaissent chez moi, mais je dessine. Oui, j'ai constaté, j'ai une très belle dédicace sur la première page du bouquin que vous pourrez voir là dans la vidéo et c'est vrai que c'est très très sympa quoi. Voilà. Et donc, bah, par exemple, pour Jace et les Conquérants de la Lumière, je crois avoir posté sur Hobby Forever des images comme ça, mais j'avais fait de mémoire des dessins des monstroplantes, des véhicules des héros. J'ai toujours été plus robot que humain, on va dire. Et pour moi, ça a toujours été très facile, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Beaucoup de personnes savent dessiner, mais ne savent pas nécessairement maîtriser les perspectives, les volumes. Comme moi, j'arrive à les maîtriser sur des robots ou des mechas. Et donc, ma passion, en fait, elle est diverse. C'est-à-dire que je me suis intéressé non seulement à ces dessins animés-là, mais du coup, je me disais, tiens, c'est pas mal et j'aimerais bien pouvoir les dessiner. Je dessinais déjà avant, bah, du coup, j'ai appris à dessiner ces trucs-là. Et puis, bien plus tard, pendant ma période de lycée, j'ai découvert en fait que tous ces dessins animés, non seulement, bon, bah, pour la majorité, venaient du Japon, mais en plus que ces dessins animés parfois étaient issus de bandes dessinées qu'on appelle manga, qui est tout simplement le terme utilisé au Japon pour la bande dessinée, et qu'il y avait dans Paris, puisque je suis parisien, une ou deux librairies qui proposaient ce genre de bande dessinée, et qu'on pouvait les trouver, entre guillemets, pour nous, en tout cas sur Paris, facilement. Et donc en 87, je crois, j'ai découvert Tokyodo puis Junku, où on pouvait trouver ces volumes-là. Et à l'époque, c'était quand même pas donné. Je me rappelle d'avoir acheté un premier volume de Ken le Survivant au couteau no Ken à 42 francs. C'était quand même très cher. Et ensuite, à Junku, découvert d'autres volumes nettement moins chers qui étaient à 35 francs. Et obtenir des informations ou des bouquins chez eux était toujours mieux que bah, de rien trouver du tout dans le reste de la capitale ou même de la France, mais ça restait quand même assez coûteux. Et à ce niveau-là, bah, avec les amis, on s'est vite rendu compte que bah, si on devait tous acheter exactement les mêmes volumes, ça nous coûterait beaucoup trop cher, ou alors il faudrait avoir des amis vraiment très très riches, ou alors chacun achetait de son côté un volume par-ci, un volume par-là, et tous ensemble, on avait du coup plus de possibilités, de capacités à avoir des mangas, des CD, parfois même des vidéos. Et à l'époque, c'était les laserdiscs aussi. Et donc l'échange et une communauté d'amis qui s'échangeaient comme ça des vidéos, des CD, des cassettes audio, s'est presque imposé de lui-même. Et assez rapidement, fin des années 80, on a constitué un groupe assez soudé de personnes qui ont non seulement découvert les mangas, des animés, des dessins animés japonais donc qui étaient encore inédits en France et pratiquement au moment où j'étais en train de lire, puisque grâce au lycée, au collège quand même, tout le monde a quand même un minimum de notions d'anglais, je lisais des magazines américains qui concernaient l'animation japonaise. Et au moment où je découvrais un certain nombre de titres dans ces magazines, sont arrivés sur TF1, dans le Club Dorothée, des séries qui sont donc Ken le Survivant, Les Chevaliers Zodiac, Lamu, Maison Ikoku, alias
Juliette, je t'aime. Et ces trucs-là, l'été d'avant, peut-être 2, 3 mois avant que ça passe à la télé, j'avais entendu parler de ces trucs-là dans des magazines américains. Donc on avait déjà à l'époque un petit peu plus d'avance par rapport à l'actualité qui allait une fois de plus révolutionner le paysage audiovisuel français et les jeunes Français. C'est-à-dire qu'une autre génération allait être marquée non pas par Récréa 2, mais par le Club Dorothée. Voilà, ça Euh, c'est, j'en fais partie de cette génération. En débutant déjà par des rediffusions. Voilà, c'est-à-dire que à partir de 84, avec le lancement de la quatrième chaîne qui est donc Canal+, et quelques années plus tard, une cinquième chaîne, une sixième chaîne, et après on n'a jamais dépassé ça, puisque faut savoir que les grands groupes français concernent essentiellement les chaînes principales avant hertzienne et maintenant de la TNT, mais bon, ça, c'est un autre discours. Le fait est que tout d'un coup, on avait vraiment mais un tsunami, sans mauvais jeu de mots, de programmes animés japonais, qui vient du fait que tout simplement, les programmes animés japonais ne coûtaient pas bien cher pour les Français et permettaient de proposer une grille de programmes énorme pour pas bien cher à nos chères petites têtes blondes, en attendant de soi-disant trouver mieux. Mais le fait est que depuis Goldorak, et même avec les Chevaliers de Zodiac ou Dragon Ball, ça c'est quelque chose qui a toujours échappé aux chaînes qui les ont proposés. Ils achetaient des programmes qui n'étaient pas chers, ils y croyaient pas du tout et surtout ils aimaient pas ça. Mais en attendant, les personnes à qui ils diffusaient ça, qu'ils le veuillent ou non, ont aimé. À tort ou à raison, et ça a eu du succès et ça les a totalement dépassés, et notamment pour prendre un exemple fameux de Dragon Ball, il faut savoir que Dragon Ball a débuté en 87-88, je crois, en France avec Son Goku tout jeune. Comme chacun sait, c'est devenu Dragon Ball Z au début des années 90. Et il faut attendre 1995, soit pratiquement 7 ans après la première diffusion sur TF1, pour que AB se décide à comprendre le succès énorme, grandissant en France auprès des jeunes générations pour Dragon Ball Z. C'est complètement hallucinant, quoi. Hmm. Et bon, donc pour revenir sur nos amis qui, avec moi, découvraient les mangas et les animés, on avait toujours un petit peu d'avance, encore une fois, sur ce qui passait à la télévision française. Et, euh, et voilà comment s'est développé pour moi, comment dirais-je, sinon une passion, en tout cas un intérêt pour l'animation japonaise et le manga. Et j'avais déjà à cœur au lycée de devenir un vecteur de découverte en prêtant des cassettes à qui voulait bien. Et notamment, fin des années 80, par exemple, je prêtais à certains collègues et camarades lycéens ma cassette de Nausicaa en version censurée qui s'appelait à l'époque Warriors of the Wind et qui a permis à certains de mes amis de découvrir Miyazaki et Nausicaa bien avant que ça ne sorte officiellement en France au cinéma, quoi. D'accord, ok. Et juste un petit mot rapide sur les animés toujours et les mangas. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux mangas, des nouveaux animés qu'on a à l'heure actuelle, et qui sont quand même assez éloignés de ceux que tu as connus quand toi tu étais plus jeune, du coup, au final, puisque maintenant on voit l'apparition de la 3D, du cel shading, enfin, c'est tout ça avec les nouvelles technologies. Je trouve que le monde du manga, enfin, surtout les animés, est quand même pas mal chamboulé en ce moment. Je voulais savoir quel regard tu avais par rapport à cette nouvelle génération de mangas et d'animés qui est en train de se dessiner là actuellement. Oh, qui est en train de se dessiner. Très bien, bien, bien vu. Non, que dire? Je vais pas imposer mon point de vue à qui que ce soit. Ce qu'on peut dire et résumer, c'est que tout simplement, ces productions, ces animés, ces mangas ne me concernent pas dans la grande majorité. C'est fait quand même pour les plus jeunes, c'est fait pour les adolescents et ça se voit. Et maintenant, j'ai largement dépassé cet âge-là. Et le souci de savoir, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait de sortir pour une première fois avec les filles, de dragouiller, ou les premiers combats, ou les ceci, le cela. Bon, les thèmes des shonen sont quand même souvent les mêmes. Bon, ça me concerne plus, quoi. Je suis beaucoup plus Naoki Urasawa, par exemple, que les auteurs dont je me rappelle absolument pas les noms, de Fairy Tail, ou, Naruto et compagnie, quoi. Naruto et compagnie, voilà. À la limite, peut-être One Piece, que je trouve rigolo, c'est-à-dire que One Piece a une lecture qui peut être différente selon qu'on ait 40 ans ou 20 ans.
Mais bon, c'est plus pour moi. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a de bien avec l'animation et puis le manga, c'est que de toute façon, il y a des tas de titres et d'auteurs qui sont adaptés à différents âges, à différents groupes sociaux, ou simplement pour les filles ou pour les garçons. Donc, j'ai largement de quoi trouver chaussures à mon pied. Donc c'est pas grave, et je vais pas imposer là aussi aux jeunes générations des principes et des styles qui me correspondraient plus à moi qu'à eux, hein, libre à eux d'ailleurs, de découvrir ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Et ma foi, certains jeunes que je connais ne se gênent pas pour voir autour des mangas qui existaient avant pour découvrir des auteurs qui pour moi sont des classiques. Et c'est tant mieux. Donc on peut vivre dans le passé, mais c'est pas mon cas. Et je veux dire, je laisse vivre la passion intacte. Et moi, ce que je trouve par contre formidable, c'est que là où on n'avait rien avec les copains il y a 25 ans, bah, maintenant, dans les transports en commun, quel que ce soit l'endroit où l'on se trouve, moi je suis dans un coin un peu perdu en France, dans un village de 1000 habitants, et ben même là, on connaît les mangas, et même là, ça se lit. Moi, à mon époque, on pouvait trouver des mangas en version originale et même pas en français que dans 2 boutiques japonaises à Paris, c'est tout. Donc l'évolution, elle a été énorme, mais c'est tant mieux. Voilà. D'accord. Maintenant, je pourrais peut-être éventuellement regretter un trop grand nombre de titres qui sortent avec finalement assez peu d'offres de qualité. Mais là encore, pareil, si je dois me faire l'avocat du diable, c'est tout simplement une petite représentation de ce qu'est vraiment le marché du manga ou de l'animation au Japon. Cette évolution en France, on l'a voulu, on l'a désiré, maintenant on l'a. Je vois pas pourquoi je m'en plaindrais. Mais en fait, si je m'en plains, parce que, il m'est impossible, même en tant que professionnel de ces domaines, de tout suivre. Absolument impossible. Je n'en ai ni le temps ni l'argent. Du coup, conseiller les gens sur ce qu'il y a de bien à apprendre ou non est quand même assez compliqué. Mais ça encore, c'est un autre discours. D'accord. Donc du coup, on va enchaîner avec la question suivante. Donc la création donc d'Animeland que tu nous as plus ou moins expliqué déjà précédemment. Et je te laisse la parole donc pour nous parler de cette création. D'où s'était venue cette idée, dans quel but exactement? Alors, Animeland a été fondé en avril 91. En fait, au départ, comme je le disais, on avait été un groupe de copains qui découvraient l'animation japonaise et le manga pratiquement en temps réel. Et c'était quand même assez difficile d'obtenir des documents, des informations ou même du matériel depuis le Japon, mais on en avait. Et il se trouve qu'en fait, en 90 ou début 91 en tout cas, j'avais aidé un ami d'une association lilloise qui s'appelait la Robotech French Force, puisque je suis un gros fan de Robotech et de Macross, qui m'avait demandé de l'aider à présenter des objets autour de Macross et de Robotech pour une petite convention de SF qui avait lieu à Paris. Je me suis fait aider de 2 amis, Eric Nouvel et Pascal Lafine, qui ne l'ont pas entendu de cette oreille et qui, au lieu d'amener uniquement du Robotech, ont amené absolument de tout autour du manga et de l'animation japonaise. Au début, j'étais pas très très content, mais au final, le public qui était présent semblait être quand même très intrigué et très intéressé par des films comme Five Star Stories, par exemple, Bubblegum Crisis, Venus Wars, qu'on proposait sur une petite télé. Et ça a attiré le regard d'une personne qui était là et qui représentait une association qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe encore, Les Pieds dans le PAF. PAF pour Paysage Audiovisuel Français. Et du coup, on a attiré l'attention sur nous et ils nous ont dit, bon, bah voilà, nous, on est supposé être une association qui défend les droits des téléspectateurs et plutôt que de proposer n'importe quoi comme le fait Dorothée actuellement sur TF1, on aimerait bien savoir si vous voulez qu'on conseille une entité qui venait de naître, qui s'appelle le CSA, que maintenant tout le monde connaît, Mhm. et qui venait tout juste de naître. Et on devait commencer déjà par conseiller ces gens-là, en tout cas les renseigner sur ce qui se faisait en animation japonaise, et puis faire en sorte qu'au lieu d'avoir des trucs ignobles, on ait des trucs de qualité. Il se trouve que moi, j'avais pas le temps, je venais d'avoir un boulot, je venais d'avoir un boulot vraiment très récemment.
Et j'ai laissé Pascal Lafine et Éric Nouvel s'en occuper. Éric Nouvel était aussi sur un autre cycle d'études, et il restait donc que Pascal. Et Pascal a été un peu le représentant de notre groupe et des fans d'animation japonaise en France au sein du Pied dans le PAF. Mais du coup, il a été repéré par AB Productions, rien de moins, alors qu'il avait fait un premier passage au CSA pour indiquer ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Et AB n'a pas hésité à l'employer. Et même si vous en rappelez peut-être un petit peu, le fameux Pascal vous répond du Dorothée Magazine du début des années 90, c'est lui, c'était Pascal Lafine. D'accord. Et par contre, il avait un tout petit bureau chez AB Productions à la Plaine Saint-Denis, parce qu'ils avaient vraiment des bureaux à la Plaine Saint-Denis, comme était indiqué l'adresse dans leur émission. Et il était entouré de cassettes avec des dessins animés japonais qu'en fait, la plupart du temps, on n'a jamais vus. Et donc, il était heureux comme un pape. Et finalement, quand les pieds dans le paf a dit, mais au fait, Pascal, tu ne devais pas nous aider à constituer un dossier, il a fait, bah écoutez, je sais bien, mais là, j'ai pas le temps. Et du coup, les pieds dans le paf sont revenus vers moi pour me dire, bon, bah voilà, on aimerait bien constituer un dossier intéressant autour de l'animation japonaise, on va lancer un fanzine qui va s'appeler Téléfiction et tout, et on a besoin de toi, voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, le premier boulot que j'avais eu euh, n'avait pas donné lieu à un CDI, mais un CDD. J'étais à l'époque je ne le savais pas, mais pour quelque temps au chômage, bon, je ne savais pas que j'allais être repris par cette même boîte pour un CDI un peu plus tard, mais donc j'avais du temps. Donc j'ai accepté gentiment de les aider, de remplacer Pascal. J'ai réuni autour de moi un certain nombre d'amis que j'avais déjà pressentis pour un projet de fanzine que je devais lancer au lycée, et puis j'avais pas eu le temps à cause du bac. Je les ai réunis autour de moi, et puis pour éviter de faire des conneries, parce que bah, c'était pas moi le rédacteur en chef, j'ai voulu les présenter aux gars qui devaient faire téléfiction avec les pieds dans le paf. Et c'est le soir, dans les locaux des pieds dans le paf, où j'ai réuni tous ces gens-là, qui eux-mêmes n'avaient pas compris que c'était pas, comment dirais-je, une réunion entre amis, mais du coup avaient ramené d'autres amis avec eux. Donc c'est vrai qu'on était un peu nombreux, genre peut-être une vingtaine. Donc je présente cette équipe rédactionnelle, cette future équipe rédactionnelle au gars, et il l'a super mal pris. C'est-à-dire que au lieu de dire c'est bon, j'ai des spécialistes, on va pouvoir faire un super dossier, il nous a engueulé comme du poisson pourri. Il nous a traité de tous les noms. Il a dit, mais regardez-vous, à 20 ans, à regarder des dessins animés à la télé, mais vous êtes vraiment qu'une bande de branleurs, mais dégagés, bande de sous-attardés, quoi. Et il nous a même pas laissé le temps de répondre. Il est parti en claquant la porte. D'accord, mais c'est pas très Voilà. sympathique ça. Non, c'est pas très sympathique. On était comme deux ronds de flanc, moi le premier. Mhm. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au lieu de réagir en tout cassant, je sais pas, en foutant en l'air le bureau, les chaises ou quoi, en disant bon bah voilà, il y en a marre. Bon, faut savoir que de toute façon, ce genre de réaction de la part des personnes du public français, on en avait l'habitude, hein. Il n'était pas question à l'époque de dire à qui que ce soit au lycée ou au boulot qu'on regardait des dessins animés japonais ou qu'on lisait des mangas. Et de toute façon, ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, du coup, bah, en fait, on s'est réunis entre nous et au lieu de rester sur ces insultes, on s'est dit, bah, de toute façon, là, on a un dossier de près ou pas loin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce boulot qui est commencé? Et ce soir-là, dans les minutes qu'on suivit, a été décidé de lancer notre propre fanzine. Un ami de Pascal Lafine, qui était quand même venu, a proposé un titre qui est devenu Animeland. Parce que Animeland vient en fait d'une rubrique télé qui se trouve dans un magazine japonais qui s'appelle New Type. Il se trouve que cet ami de Pascal Lafine, Vincent Osévu, lisait le japonais et était abonné à cette revue nippone. Et donc Animeland est né ce jour-là, et avec les éléments qu'on avait en présence, j'ai appris avec lui à mettre en page de façon un peu sommaire des textes tirés sur papier en laser. On a fait ça sur un ordinateur, un PC. Je découvrais à ce moment-là l'utilisation de l'ordinateur. Et en 2 semaines chrono, on avait lancé le premier numéro d'Animeland. Et on avait lancé aussi une association qui s'appelle Animart.
Et donc 2 semaines après naissait Animeland numéro un, avec même des publicités, puisque bah, j'étais bien introduit auprès des boutiques parisiennes, et j'avais réussi à décrocher des contrats de pub auprès de boutiques qui me connaissaient bien. Et on a réussi à se rembourser les frais d'impression, puisque ça n'a jamais été photocopié, mais imprimé du premier numéro. Il était limité à 500 exemplaires, et il s'est vendu comme des petits pains en même pas une semaine. C'est vraiment un beau parcours quand même. En 2 semaines, tout s'est fait rapidement et en plus ça a marché. Je trouve ça admirable quand même. C'est vraiment. Bah, on était un peu dépassé par les événements. Sincèrement, au début, c'était juste pour faire chier l'autre con. Et on a vraiment été dépassé par les événements parce que bah, après, ça a été une suite d'événements où on a été pris pour ce que je pense sincèrement qu'on n'était pas, à savoir déjà des professionnels. Ça vient qu'avec le temps, quoi. Certes, on était un peu plus connaisseurs et on était des amateurs. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est on est des amateurs éclairés en fait. Ouais. Être un spécialiste, c'est plutôt valable pour des universitaires, des gens qui vont être capables de te sortir par cœur la liste des personnes qui ont participé à telle ou telle œuvre, tel machin, et qui se tromperont pas, et qui vont te présenter ça avec un brio inégalé. Bon, ça, c'était non seulement pas notre cas à l'époque, mais en plus, bon, faut quand même bien l'admettre, mis à part qu'on savait un petit peu plus que le commun des Français ce que c'était que l'animation japonaise ou le manga, on ne valait guère plus que le fan actuel, quoi. Mhm. Donc le truc, c'est que vraiment, bon, ça s'est lancé. Après, il a fallu lancer un deuxième numéro. Les ennuis ont commencé au sein du groupe même, puisque j'ai été mis de côté euh, pour que Pascal Laffine puisse devenir le rédacteur en chef du numéro 2. Ça s'est super mal passé. D'accord. Et finalement, j'ai repris les rênes avec le numéro 3. Vincent Osé-Vu s'est écarté de tout ça en pensant qu'on allait se casser la gueule. Puis ça n'a pas été le cas. Et puis la vraie naissance, en fait, pour moi, le numéro 1 et 2, c'était vraiment la gestation, le fœtus Mhm. de ce qu'allait devenir Animeland. Moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais pour Animeland avec le plan que j'avais monté du temps du lycée, avec un truc qui devait s'appeler Animation Mania. Là, j'avais entre les mains un embryon de fanzine qui s'appelait déjà Animeland. Et avec le numéro 3, j'ai appris tout seul, vraiment tout seul, à utiliser le matériel des pieds dans le plaf qui ont continué à me soutenir. J'ai appris à utiliser un bête Atari pour faire de la mise en page et du traitement de texte. Et j'ai passé en fait tout l'été 1991 à faire un numéro 3 qui restera dans les mémoires, puisque déjà j'avais augmenté le nombre de pages. La couverture était en couleur, alors que les deux premières étaient en bichromie, c'est-à-dire qu'il n'y avait que deux couleurs. Et le numéro 3 avait surtout un gros dossier qui m'importait énormément, un dossier Macros. Oui. Mais Voilà, j'ai la couverture sous les yeux et effectivement, il est sympa quoi. voilà, et donc la vraie naissance d'Animeland pour moi c'est à partir du numéro 3. Et donc à la rentrée 91 les choses étaient lancées, et après ça n'a été qu'une succession d'événements qui nous ont appris à grandir aussi, parfois dans la douleur, mais où on a continué à avancer pour lancer ou aider des conventions, des salons, d'autres fanzines, beaucoup de personnes qui se sont lancées ensuite professionnellement, finalement assez rapidement, puisque c'est en 94, naît par exemple Animé Virtual, lancé par Grégoire Parcollet et Cédric Littardi. Cédric Littardi, qui est quand même le fondateur aussi de Kazé, puisque Kazé au départ était un label de Animé Virtual, et D'accord. donc Kazé est vraiment né quelques années plus tard, mais bon, bah, grâce à ça, on a eu les premières cassettes en version originale japonaise sous-titrée française, mais pas de manière pirate, de manière tout à fait officielle et négociée avec les Japonais. D'accord. Beaucoup de gens se sont lancés dans le domaine en faisant des adaptations de mangas du japonais au français dès 1993. Voilà, donc les choses étaient lancées vraiment à partir de ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que mon livre s'appelle Big Bang Anime, et pas Big Bang Manga, ça aurait été encore plus difficile à prononcer. Hmm. Mais Big Bang, bah, tout simplement parce que c'est vraiment les débuts, c'est l'explosion des passions, l'explosion des découvertes de ces produits venus du Japon dans un premier temps, mais pas seulement, et donc c'est la découverte de différents univers. Donc le Japon, c'est qu'un pays, mais quel pays? Mais bah, après, c'est aussi la découverte, pour moi en tout cas, de dessins animés du monde entier.
à commencer bien évidemment par les États-Unis, qui sont trop souvent limités à Disney, alors que c'est faux, mais aussi la production française, la production espagnole, italienne, anglaise, australienne, africaine, ce qu'on veut, quoi. Donc en fait, c'est vraiment la découverte pour nous de beaucoup de monde et d'univers comment dirais-je, de fiction, mais qui passe par des médias importants que sont la bande dessinée et l'animation, et des univers qu'il m'était important de faire découvrir au public français, quoi. Et ça a toujours été mon gros créneau. Mais à part ça, à part la bande dessinée et l'animation, il y a aussi d'autres domaines qui soutiennent ces médias-là. Et parmi ces aspects, il y a le produit dérivé. Et parler de jouets ou de maquettes a toujours été très important pour moi parce que ça a toujours été une part entière de mes passions dans les années 70 quand j'étais très jeune. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode donc sur l'interview d'Yvan vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit j'aime en bas de la vidéo. Vous n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, n'hésitez pas à donner vos points de vue et faire part de vos avis en commentaire en bas de la vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut les amis.